Alors, amis réfractaires, aujourd'hui on est dimanche. Et vu que c'est dimanche, on va faire une vidéo un peu cool, même si je crois qu'elle va durer plus longtemps que prévu, qu'il y aura beaucoup d'informations à digérer. Mais on va juste se concentrer sur un article du Financial Times qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui va nous apprendre beaucoup de choses et surtout qui va nous permettre de faire un peu une mise à jour sur la situation des importations de gaz européen. Alors, on va refaire une petite remise en contexte avant d'attaquer l'article. Donc vous savez qu'il y a eu la guerre en Ukraine et qu'il y a eu des sanctions des pays européens contre la Russie qui se sont dit, tiens, on va arrêter de commercer avec notre principal fournisseur d'énergie et tout ça sans aucune planification et on verra ce qui va se passer. Et évidemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme crise économique énergétique qui fait que l'Europe va s'effondrer dans pas longtemps. Mais bon, ça c'est pas grave parce qu'il faut payer le prix de la liberté, comme a dit Macron. Sauf que ça oblige tous les pays européens à essayer de trouver des solutions alternatives à la Russie. Sauf que c'est compliqué puisque évidemment nos importations de gaz à la Russie étaient colossal, mais vraiment colossal, c'était 170 milliards de mètres cubes, et que pour les remplacer, c'est juste mission impossible. Et ce qu'on voit là récemment, c'est donc que les pays européens sont prêts à tout pour acheter n'importe quel pétrole, à n'importe quel prix. Et je parle du prix aussi bien diplomatique que financier. Et c'est là où on peut voir du coup Macron qui a accueilli par exemple MBZ. MBZ c'est qui ? C'est le représentant des Émirats Arabes Unis qui est une putain de dictature, en lui demandant est-ce que oui ou non vous pouvez augmenter les exportations de gaz vers l'Europe, vers la France, on vous a vendu plein d'armes, machin, on vous légitimise alors que vous êtes des enfoirés. Et eux ils ont dit non. Voilà, on va pas augmenter notre production parce que peut-être que un, on n'en est pas capable, et deux, le fait que les prix explosent, ça nous arrange bien quand même, on va pas se mentir. Mais Macron, il a quand même gardé le courage et l'honneur de la France et du coup, il a accueilli MBS qui est un des plus grands criminels aujourd'hui sur Terre, qui a produit la guerre au Yémen, qui a fait des millions de morts, qui a fait la pire situation humanitaire, qui a découpé des journalistes à la scie dans son ambassade en Turquie, enfin plein de dingueries comme ça, l'Arabie Saoudite. Et du coup, tu as Macron qui l'accueille en disant « Ouais frérot, on t'a vendu plein d'armes, plein de rafales, on a fait en sorte de te réintégrer dans le truc diplomatique alors que tu avais tué un journaliste. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper un peu de pétrole et de gaz pour pas cher ?» Ce à quoi, évidemment, MBS a répondu non, puisque l'envolée des cours de pétrole et du gaz nous arrange bien, et du coup, on va pas casser ça, et on va pas augmenter plus alors qu'on gagne déjà suffisamment. C'est là où tu vois que vu que la situation européenne est critique, tout le monde profite de notre situation et personne ne va véritablement l'arranger. Macron est aussi allé en Algérie, qui est un des plus gros producteurs de gaz, avec lequel on a évidemment une grande histoire. Macron l'a qualifié de grande histoire d'amour, tu vois, il a fait un discours là-dessus. Évidemment, c'est comme ça qu'on qualifierait les rapports entre la France et l'Algérie, par de l'amour, évidemment. Donc, il est allé là-bas en Algérie en disant « Ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir du gaz, machin ?» Et l'Algérie a dit non. Non, on ne peut pas le faire, donc on ne va pas le faire. Donc on se retrouve un petit peu dans la merde. Petit détail d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu circuler ce truc-là, mais en gros, tu as Le Monde qui avait fait une tribune sur cette affaire et qui avait critiqué notamment le discours de Macron en disant que c'est n'importe quoi de dire qu'il y a une histoire d'amour entre la France et l'Algérie. Du coup, ils avaient fait une tribune critique par rapport à ça, et t'as l'Élysée qui était furax, d'après les mots du Monde, et qui a fait pression, et Le Monde a accepté de retirer leur article. Ils ont censuré un article qui critiquait Emmanuel Macron et ses positions diplomatiques. Ce qui est une belle métaphore de la situation, c'est-à-dire qu'on veut payer le prix de la liberté en produisant une énorme crise économique en Europe pour empêcher justement Poutine de faire sa guerre, machin. Bon, ça n'empêche pas de faire sa guerre, mais il faut quand même le cancel parce que c'est un dictateur. Et du coup, pour ça, on est en train de renforcer, on essaye de renforcer des alliances et des coopérations avec les pires dictatures du monde. Et en plus de ça, on censure des articles pour essayer de protéger ces pays-là et de protéger la diplomatie française pour que tout le monde soit aligné dans les mêmes intérêts. C'est quand même un petit peu particulier. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation, en réalité, la plupart du gaz qu'on importe, c'est du GNL. Donc le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qui est mis sous pression à moins 180 degrés, et dans ces conditions-là, en fait, le gaz devient liquide. Donc ils mettent ça dans des bateaux frigorifiés, et après, ces bateaux-là traversent les océans pour, par exemple, aller des États-Unis jusqu'à la France. Donc ça coûte des milliards et des milliards d'infrastructures qui ne sont pas prêtes en Europe. C'est un gâchis énergétique énorme parce qu'évidemment, il faut de l'énergie pour le refroidir, il faut de l'énergie pour le transporter, il faut de l'énergie pour après le réchauffer, j'imagine, pour après le remettre dans le réseau. Enfin bref, c'est un bordel immense. Donc c'est le gaz liquéfié principalement qui va permettre de compenser un peu la perte du gaz russe. Donc là, ça a augmenté de plus de 2 fois nos importations de GNL. Et 45% de ces importations de GNL viennent des États-Unis, c'est-à-dire viennent du gaz de schiste qui est
au niveau écologique le pire gaz qui existe parce que c'est avec la fracturation hydraulique, ça détruit le pays. Et nous, on soutient ça parce qu'évidemment, le prix de la liberté, tout ça. Sauf que le problème, c'est que tu as des petits incidents techniques du genre, en gros, une des plus grosses infrastructures états-uniennes a cramé pour le GNL et du coup, ça remet totalement en cause notre approvisionnement, nous, les Européens. Surtout que vu que rien n'a été planifié, en fait, rien n'était prêt au niveau des infrastructures, il faut les construire et qu'à terme, on avait vu ça dans la vidéo qui s'appelle « Les vraies raisons de la guerre », au maximum, les États-Unis vont pouvoir compenser à peu près un tiers de ce qu'on achetait à la Russie. C'est-à-dire pas grand-chose en fait. C'est là où tu vois que rien ni personne ne va pouvoir remplacer le gaz russe. Ce qui était peut-être quelque chose à réfléchir avant de lancer des sanctions contre la Russie. Surtout que la Russie, elle est moins dépendante de ses exportations de gaz vers l'Europe que nous, on est dépendant de l'importation de gaz russe. Et du coup, ils sont en train d'anticiper la fermeture des marchés en coupant eux-mêmes le gaz, l'approvisionnement. Et par exemple, Gazprom a totalement suspendu les livraisons au groupe français Engie. Donc Gazprom, c'est la grande entreprise d'État russe qui gère le gaz. Et Engie, c'est l'ancienne grande entreprise publique française qui a été privatisée. Et du coup, aujourd'hui, on ne reçoit plus de gaz russe. Ce qui est problématique, vu qu'on n'arrive pas à le compenser derrière. Une situation qui était évidemment hautement prévisible. Mais en parallèle, tu as quand même la France qui a réussi à constituer un stock pour l'hiver de gaz. C'est-à-dire que tout son stock est quasiment rempli. Ça, c'était il y a une semaine, les 90%, donc ça va atteindre 100% pour l'hiver. Et la réserve de gaz correspond à un autre article là, de Selectra qui dit que ça correspond à peu près à un tiers de la consommation, tout le stock de gaz qu'on a aujourd'hui. Donc on pourrait se dire qu'on ne va pas passer l'hiver avec ça, mais en fait si, parce que tu as quand même les importations de GNL, du coup les importations plus le stock, ça peut théoriquement peut-être nous permettre de passer l'hiver si on passe tous à l'électrique et qu'on redémarre les centrales en enlevant toutes les considérations de sécurité et tout ça. Sauf que la ministre de la Transition énergétique dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que en gros les tuyaux de ces stocks de gaz sont en fait tout petits parce qu'en fait ils sont pas faits pour remplacer les gazéoducs russes, ils sont juste là pour faire de l'appoint. Sauf que évidemment si on est tous à demander la même quantité de gaz qu'on faisait avant sur ces stocks là, les tuyaux vont pas être assez grands, donc le débit va pas être assez grand, donc il va y avoir des ruptures d'approvisionnement aussi, même si en théorie on a le stock pour le faire. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que la France a réussi à constituer son stock de gaz pour l'hiver alors que ils ont arrêté d'importer du gaz russe. Enfin, plus exactement que la Russie a arrêté de nous en exporter. Alors, la première réponse à ça, c'est que déjà, la fin des exportations, c'est quelque chose d'assez récent. Et du coup, ils ont pu constituer une réserve du gaz russe lui-même, tu vois, avant que la Russie arrête ses exportations. On a vu aussi que tu as le rôle des États-Unis là-dedans, avec le GNL, etc. Mais sauf que tu as un autre acteur qui est arrivé pour essayer de régler la situation. C'est un peu le cheval blanc qui a permis à l'Europe de se sauver un petit peu de la crise énergétique, c'est la Chine. Et là, on va rigoler. Donc en gros, pour vous faire simple, la Chine est un très gros producteur de gaz, sauf que c'est aussi le plus grand consommateur de gaz au monde et que du coup, ils produisent à peu près 2 tiers de ce qu'ils consomment et le dernier tiers, ils sont obligés de l'importer, et notamment via le GNL. Sauf que ce qu'on apprend, c'est que la Chine nous a exporté énormément de GNL. Donc par rapport aux déclarations des différentes entreprises privées chinoises, on se retrouve avec 7% du gaz qui a été importé pendant ce premier semestre qui vient de la Chine. Et ça, c'est un minimum, 7%. Il y a peut-être plus que ça qui a été envoyé en réalité. Donc comment ça se fait que le plus grand importateur d'énergie au monde, comme la Chine, qui a un énorme besoin en gaz, en charbon, en pétrole pour pouvoir produire de l'électricité, pour pouvoir faire tourner son immense industrie, comment ça se fait qu'ils sont devenus des vendeurs de GNL? Déjà, son économie est au ralenti. C'est-à-dire que leur croissance du PIB est que à 2,5%. Que 2,5%. Et que du coup, tu as une demande intérieure de fuel et de gaz qui a baissé durant le premier semestre 2022. Et en plus de ça, tu as une énorme sécheresse là en ce moment en Chine, une sécheresse historique qui évidemment accable énormément l'agriculture, mais aussi les infrastructures, l'industrie, etc. Du coup, ça explique aussi le ralentissement, comme ils disent, de la croissance chinoise. Donc vu que la consommation a baissé, ils avaient moins besoin de gaz. Il y a un autre facteur qui est que, en gros, la Chine, elle s'en fout un peu et puis elle a relancé un peu son industrie du charbon pour pouvoir reproduire un peu plus d'électricité et consommer un petit peu moins de gaz. Là, ils le disent pas, mais moi, je l'interprète comme ça, c'est que eux, ils s'en foutent du charbon, ils ont relancé ça pour pouvoir après constituer un plus gros stock de gaz pour pouvoir le revendre en Europe, puisque évidemment ils se font des marges colossales avec ça. Il y a un troisième facteur qui explique ça, le fait que tu as la production de gaz chinois qui a augmenté de 7% sur l'année 2022. Donc en gros, il y a 4 facteurs. Le premier, c'est que la consommation intérieure de la Chine en gaz a baissé. Le deuxième, c'est qu'ils ont relancé leur industrie de charbon pour pouvoir constituer un stock de gaz pour le revendre à l'Europe. Et le troisième, c'est que leur production même de gaz a augmenté. Et le quatrième, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Et c'est ça la partie la plus intéressante, c'est que en gros, l'Europe a baissé de 80% ses importations de gaz russe. Donc ça veut dire que tu as énormément de gaz russe qui sont disponibles. Et comme on l'avait dit dans la vidéo qui s'appelle « Les vraies raisons de la guerre », tu as la Chine qui a saisi cette opportunité pour considérablement augmenter ses livraisons de gaz russe, plus de 60%. Et comme vous le savez aussi probablement, la Chine et la Russie ont cette particularité de planifier leur économie un peu plus que chez nous. Et donc en gros, ils avaient prévu le truc en construisant des énormes gazéoducs qui permettent de relier les deux pays. Il y a eu notamment Power of Siberia dont on parle très souvent au Canard, mais tu as d'autres projets qui sont en cours qui vont permettre d'augmenter encore ces exportations de gaz russe vers la Chine. Donc en gros, tout le gaz que la Russie n'exporte plus en Europe est aujourd'hui en partie exporté vers la Chine et le sera demain totalement exporté vers la Chine puisque c'est un marché colossal et qu'il y a une stabilité politique entre les deux pays qui assure les investissements comparé à l'Europe qui peuvent imposer des sanctions et faire des ruptures de contrats comme ils l'ont fait. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation qui est très simple. C'est que oui, c'est vrai, la Chine consomme moins de gaz. Elle en produit plus. Mais l'un des gros facteurs qui a permis ces exportations de gaz GNL de la Chine vers l'Europe, c'est que en réalité, l'essentiel du gaz qu'importait la Chine et dont elle dépendait totalement venait du GNL. Elle venait d'Australie et d'autres pays comme ça. Et c'est des contrats à long terme. 2/3 du gaz GNL qui est négocié dans le monde sont des contrats à long terme. Donc on s'est retrouvé dans une situation assez simple en réalité où la Chine, comme prévu, a reçu ses méthaniers sur ses ports GNL, sauf que ce gaz-là qu'elle était censée consommer pour son économie, pour son industrie, en fait, elle n'en avait pas besoin parce que le gaz qu'elle a consommé, c'est celle qui est arrivée directement des pipelines russes. Donc en gros, au lieu de consommer le gaz du GNL, elle a consommé le gaz russe. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec ces méthaniers qui étaient dans ses ports GNL? Eh ben, elle a vendu ça à l'Europe sur ce qu'on appelle les marchés spot. Les marchés spot, en gros, c'est le dernier tiers du commerce avec le GNL. C'est que c'est pas des contrats à long terme. Par exemple, avec la Russie, on avait des contrats à plusieurs décennies qui permettaient de fixer le prix du gaz et qui permettaient d'investir à long terme dans des infrastructures, genre les gazéoducs qui coûtent très cher. Et les contrats spot, c'est en fait des contrats à court terme qui permettent d'acheter du gaz un peu n'importe quel moment. Sauf que le problème, c'est que évidemment, vu que c'est du court terme, c'est des choses qui se font sur le marché financier, le marché des énergies, et que tu as énormément de spéculation dessus, et tu as énormément aussi de concurrence. C'est-à-dire que, en gros, celui qui va avoir accès au gaz états-unien, par exemple, c'est pas celui qui a signé un contrat à long terme avec lui, c'est celui qui va mettre le plus d'argent sur la table. En fait, tu as une constante mise aux enchères qui fait monter les prix. Donc, c'est quelque chose qui pose en soi problème, mais normalement, ce marché spot-là, tu as juste censé d'acheter un méthanier ici et là pour réguler un petit peu ta consommation, ta production, tout ça. Sauf que là, vu que nous, on a coupé les liens avec la Russie et qu'on n'a pas de contrat à long terme, une immense partie de notre approvisionnement en gaz se fait par ces marchés spots-là, ce qui fait que les pays producteurs qui arrivent à vendre sur ce marché se font littéralement des milliards sur notre dos. Et c'est exactement ce que fait la Chine. Elle nous revend le gaz GNL qu'elle a reçu d'Australie, etc. à un énorme prix en se faisant une énorme marge. C'est des milliards d'euros qu'on donne à la Chine comme ça. Sur l'article là, du Financial Times, il précise, pareil, qu'en gros, c'est un mec de Goldman Sachs qui dit qu'on ne peut pas se passer totalement du gaz russe parce que ça veut dire qu'on irait que sur le marché des spots là, pour choper du gaz et que c'est totalement irréaliste, ça coûtera beaucoup trop cher et ça demandera beaucoup trop d'investissement en infrastructure. Pour conclure, tu as l'article qui dit qu'en gros, plus la Russie va arrêter ses exportations vers l'Europe et du coup, plus elle va augmenter ses exportations vers la Chine, plus la Chine va avoir les capacités de revendre son surplus de gaz sur le spot market pour les Européens, et du coup va indirectement diriger la politique européenne, puisque nous, on va totalement dépendre de oui ou non, est-ce qu'ils vont mettre sur le marché leur gaz. Il suffirait par exemple qu'ils augmentent leur consommation de gaz, que leur industrie repart, pour que nous, on soit totalement dans la merde. Donc ça veut dire qu'on passe d'une dépendance totale à la Russie en une dépendance couplée entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Pas mal comme situation. Et surtout, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'en gros, on nous dit oui, il faut absolument se passer du gaz russe. Et du coup, la solution 1, c'était d'acheter du gaz de dictatures qui sont encore pires que la Russie, donc le Qatar, les Émirats Arabes Unis, etc. Donc pas fou. Et deuxièmement, on se retrouve dans cette situation un peu bizarre où en fait, on ne peut acheter du gaz à la Chine que si la Chine achète du gaz à la Russie. Donc, en gros, oui, c'est vrai, on n'achète pas de gaz à la Russie, mais en achetant du gaz à la Chine, on permet à la Chine d'acheter du gaz à la Russie, donc on permet à la Russie de vendre son gaz. Donc, en fait, les sanctions, elles sont pas réelles, elles sont pas effectives. C'est juste qu'on passe à travers un intermédiaire qui se fait énormément de fric là-dessus, puisqu'ils arrivent à choper des réductions par rapport à la Russie, puisque maintenant la Russie est dans la poche de la Chine, et en plus, ils se font de la marge vu qu'ils vendent le gaz sur le GNL, sur le marché spot, etc., et que les prix ont flambé.
Du coup, la situation n'a rien arrangé. Plus on va être dépendant avec la Chine, plus on va permettre à la Russie de vendre du gaz. Donc c'est absurde en fait cette situation. Et tout ça, encore une fois, il faut le répéter, tout ça a produit une immense crise économique, financière, énergétique en Europe et qui n'est pas du tout résolue, parce que tu as vu que le gouvernement nous prépare à des coupures d'électricité, nous prépare à des ruptures de gaz parce qu'ils ont fait ces sanctions sans rien planifier, ils sont débiles. Et deuxièmement, en plus de ça, c'est que ça n'a même pas arrêté la guerre, tu vois. Si ça avait arrêté la guerre, on serait dit, bon, d'accord, le prix de la liberté, tout ça, mais ça n'a pas arrêté la guerre. Donc, en fait, on se retrouve dans cette situation absurde où rien n'a changé et on s'est juste fait un harakiri économique où l'Europe va, en fait, payer le prix de son incompétence diplomatique. Alors, c'est sûr, c'est con, on n'a pas réussi à arrêter la guerre en Ukraine. Peut-être que, du coup, il fallait tout faire pour empêcher que cette guerre arrive et de ne pas foutre l'économie européenne dans la merde, ce qui nous empêche, à moyen terme, tout moyen de pression contre la Russie, Parce que c'est pas en effondrant les économies européennes qu'on arrivera à faire un rapport de force contre la Russie. Les seuls gagnants dans cette affaire, c'est les États-Unis et c'est la Chine qui renforcent leur puissance et qui renforcent leur rôle central dans le bloc impérialiste dans lequel ils sont. C'est-à-dire que de plus en plus, la Russie, l'Iran, l'Afrique va tourner autour de la Chine et nous, on va être totalement dépendants aussi des États-Unis. Enfin, pas totalement, mais de plus en plus. Et du coup, tu as des blocs impérialistes qui sont en train de se former, qui sont en train de se recentrer sur ses principaux moteurs, les États-Unis et la Chine. Et ça, c'est pas très bon pour l'avenir parce que ce qui est en train de se passer en Ukraine peut se répéter à Taïwan, peut se répéter en Iran et qu'il va falloir trouver un moyen, à un moment ou à un autre, d'arrêter tout ce bordel. C'est là-dessus qu'on termine, donc n'hésitez pas à partager la vidéo un peu partout parce que vous êtes de plus en plus à regarder le canard en ce moment et ça fait plaisir vu le mouvement social qui va peut-être arriver en France. Donc si vous nous trouvez intéressant, que vous aimez bien le canard, même si vous n'êtes pas forcément totalement d'accord avec nous, n'hésitez pas à partager parce que ça nous donne de la force et nous on va continuer à essayer de nourrir le débat de la meilleure des façons. Et puis voilà quoi, voilà. Sur ce, des bisous et à la prochaine.